D'ailleurs, Michael Olise a eu 2 comme note dans l'équipe et franchement c'est amplement mérité. Son match est un scandale en première mi-temps. Il s'agit vraiment d'une performance où il a perdu absolument tous les ballons qu'il touchait, où il était totalement dépassé et complètement fantomatique. Pourquoi un Salvadorien hispanophone et hispanique vient arbitrer l'Espagne ? Je suis furax vis-à-vis de cette équipe de France, de cette défaite et de cette élimination contre l'Espagne. Je suis vraiment en colère et révolté et je comprends pas ce qui s'est passé. On a ce sentiment de s'être fait arnaquer, de s'être fait avoir et que c'est véritablement une arnaque ce qui s'est passé entre une équipe de France qui était si facile, qui fonctionnait si bien, avec son quatuor offensif, avec tant de potentiel, sur ces matchs, certes relativement faciles, sur la phase de groupe et ensuite les premiers matchs éliminatoires. Et là, cette défaite contre l'Espagne, qui n'est pas une chute d'un étage, mais probablement de 6 ou 7, qui est vraiment difficile à comprendre et à encaisser. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est en quelques points simples de revenir sur une analyse et une explication de la défaite de l'équipe de France. Le premier point à mentionner, c'est tout d'abord bravo à l'Espagne. Vraiment, félicitations à la Roja. Quelle maîtrise collective, quelle leçon de football. Très impressionnant la manière dont, dans leur cohésion collective, dans leur bloc défensif extrêmement imperméable et solide, dans toutes leurs individualités qui fonctionnent si bien ensemble, collectivement, dans leur plan tactique aussi. C'est une véritable corrida, la manière dont leur circuit de passe et la manière dont ils font passer le ballon sur l'ensemble du terrain. Ils ont fait le match parfait. Ils avaient le game plan parfait et félicitations à eux. Ils vont jouer donc en finale l'Argentine. Ça va être un match passionnant. Je vais sortir une vidéo d'ailleurs pour donner une preview de cette finale de Coupe du Monde dimanche soir. Ça va être un match vraiment très intéressant comme opposition. Corrida contre Grinta. D'un point de vue footballistique à analyser, ça sera très intéressant. Mais revenons sur ce match de la France. Je pense tout d'abord qu'il y a un énorme souci qu'on a eu. Bien entendu, on est apparu comme complètement désynchronisé. Nos 4 individualités sont apparues comme pas du tout connectées. Et toute notre équipe n'était pas du tout connectée comparée à l'Espagne. Prenons des cas individuels. Alors si très souvent les médias français et les médias de manière générale ont tendance à monter au nu et donner extrêmement de superlatifs concernant un très bon joueur quand il a fait une excellente performance, par exemple Michael Olise contre la Suède, mais également d'autres joueurs dont Mbappé sur ce mondial, vous remarquerez la tendance que les médias ont de ne quasiment jamais descendre ou donner de critiques négatives sur un joueur. Michael Olise sur ce match-là, il fait probablement le pire match que je l'ai jamais vu faire. Et sa première mi-temps, elle est cataclysmique. Elle est catastrophique. Revoyez cette première mi-temps, il perd tous ses ballons. Littéralement tous les ballons qu'il touche. Et en plus avec une certaine lenteur, une certaine nonchalance, une latence dans les déplacements qui franchement est terrible. Absolument affreuse. Ça c'est la première chose. Ensuite Dembélé, ballon d'or en titre. Il est complètement muselé par Cucurella sur le côté. Cucurella fait une excellente Coupe du Monde. C'est un joueur avec un cardio impressionnant, qui est excellent dans la mobilité défensive, dans les projections offensives d'ailleurs aussi, et c'est lui qui amène le premier but sur son centre. Mais Dembélé n'a pas existé sur son couloir droit. Absolument pas. Parlons également de Barcola sur son côté gauche. Il s'est avéré imprécis, nonchalant, inexact d'un point de vue technique. Et c'est bien souvent malheureusement le Barcola qu'on voit quand il y a un mauvais match, quand ça fonctionne pas. C'est ce type de performance que l'on voit de Barcola. Il était vraiment aux abonnés absents et avec beaucoup d'imprécision technique. Il n'était pas dans le juste rythme, il n'était pas dans le bon tempo. Et ça, c'était assez difficile à voir. De manière générale, on avait vraiment une désynchronisation aussi entre notre milieu et notre attaque. On ne trouvait absolument pas nos attaquants et ça, d'un point de vue tactique, c'était un gros problème. Penchons-nous maintenant de manière judicieuse sur le coaching de Deschamps. Tout d'abord sur la composition. Franchement, Digne, il y a une vraie question sur le fait qu'il ait été titularisé au poste d'arrière gauche quand Théo Hernandez sur la fin du match entre
est beaucoup plus autoritaire et bien meilleur pour venir museler Lamine Yamal. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur le milieu de terrain, Tchouaméni, il n'était pas revenu à son niveau athlétique d'avant sa blessure. Le fait de l'avoir remis dans le match alors qu'il semblait pas encore remis franchement à 100%, il est vraiment un ton en dessous. Et d'un point de vue du milieu de terrain, ils se sont fait manger par Rodri, etc. Ils se sont fait concasser au milieu de terrain. Ils se sont fait totalement asphyxier. Et c'est là que se joue le match. Donc Tchouaméni, ça a été un souci sur ce match-là. Il aurait été bien plus judicieux de mettre Koné en milieu défensif dès le début du match. Ensuite, il y a deux faits de match qui changent le destin de ce match-là. C'est bien entendu le carton jaune de Rabiot qui faisait plutôt un bon match en première mi-temps. Et donc Deschamps décide du coup de se passer à la mi-temps, de faire un changement, ce qui peut se comprendre. Et le deuxième, bien sûr, le deuxième fait de match, c'est la blessure de Saliba, avec l'entrée ensuite de Lacroix. On a senti clairement que d'un point de vue de l'équipe de France, ça a désynchronisé l'arrière-garde, et c'est venu poser des soucis un petit peu de symbiose entre les joueurs et d'alignement. Ça s'est senti. Un point supplémentaire, d'un point de vue du coaching de Deschamps. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait rentrer à la mi-temps du 109 quand il se rend compte que ça ne va pas, que la dynamique d'équipe ne va pas du tout? Eh bien, encore à la 50e, 60e, 70e minute, pratiquement pas de changement alors qu'on ne dominait pas, on se créait très peu d'opportunités, on n'avait presque pas d'occasion de but. Il aurait été vraiment judicieux de retourner la table et à la mi-temps de faire entrer Cherki de manière un peu plus avancée et un milieu à 3 avec Zahir Emery potentiellement à côté de Koné pour passer en 4-3-3. D'un point de vue ajustement tactique, ça aurait fait sens. Là, Deschamps, coaching complètement raté. Abyssal. Vraiment très très mauvais d'un point de vue tactique, d'un point de vue mise en place, ce qu'il a mis. Donc ça, c'est également un gros problème. En aparté, sur ma chaîne, et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, j'avais fait une vidéo sur quelles sont les failles et les raisons d'une faillite potentielle de l'équipe de France. Eh bien, on y était exactement dans les raisons que j'ai données. C'est-à-dire faiblesse sur nos latéraux, dans les couloirs, en particulier Digne d'un point de vue défensif face à Yamal. Grosse faiblesse, et c'est là que s'est joué le match, sur un détail, sur effectivement Yamal qui se positionne bien, qui a l'intelligence pour venir dans le dos de Lucas Digne et puis provoquer un penalty qui était indiscutable. En revanche, ce qui est discutable, c'est pourquoi est-ce qu'un arbitre salvadorien, hispanophone, arbitre un match de l'Espagne. C'est comme si on était arbitré par la Suisse ou par la Belgique. Sincèrement, il y a des choix de la FIFA, je ne comprends absolument pas. Pourquoi un salvadorien hispanophone et hispanique vient arbitrer l'Espagne? Ça fait pas sens du tout. Pour revenir à ce que je disais juste avant, donc Lucas Digne et nos faiblesses sur les côtés, mais également comme faille de l'équipe de France, le fait que sur les corners en attaque et les coups de pied arrêtés de manière générale, sur cette Coupe du Monde, c'est un énorme problème, on n'arrive absolument pas à créer le danger. Absolument pas. On n'a aucune occasion de but et aucune opportunité sur les corners. C'est un énorme problème, alors que d'un point de vue de la taille, du gabarit, on dominait l'Espagne assez clairement. Si leur moyenne de taille est peut-être à 1m75, ou doit probablement être à 1m85, quelque chose comme ça, il y a des choses à faire sur les corners et sur les centres. On n'en a absolument pas profité. Ensuite, comme énorme problème pour l'équipe de France, quid et que faire si on est dominé d'un point de vue de la possession du ballon? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Espagne, on a été en grande difficulté. L'Espagne a cette maîtrise collective, a cette capacité à tenir, à maîtriser le ballon, l'équipe de France s'en est retrouvée perdue. Et on nageait en haute mer et on était à la recherche d'une bouée qu'on ne trouvait pas. C'était vraiment ça. Ensuite, il y a quelque chose d'important à mentionner, c'est que d'un point de vue de l'Espagne, quelles individualités sont ressorties de ce match-là? Je parlais de Cucurella qui a fait un excellent match, mais aussi Laporte et Cubarsí en défense centrale étaient très solides, vraiment très forts, on les a très peu bousculés. 0,3 expected goals pour la France, ça fait depuis les années 60 qu'on n'a pas eu une telle marque si basse en termes d'expected goals sur un match. C'est historique, ça fait plus de 60 ans que l'équipe n'avait pas été aussi inepte offensivement que sur cette demi-finale. Mais effectivement, du côté de l'Espagne, encore un très bon match de Lamine Yamal, très décisif, véloce, technique sur son côté droit, il nous a posé beaucoup de soucis. Et également mentionnons le match de Porro sur la partie droite, comme latéral droit, très bon match.
il vient marquer un but, mais il a très bien muselé aussi Barcola sur le côté droit. Donc des individualités de grande qualité et enfin probablement le meilleur joueur de l'Espagne sur ce match-là, Rodri en milieu défensif. Quel match est-ce qu'il fait comme stabilisateur, comme régulateur devant la défense centrale. Très souvent, on n'a pas vu les défenseurs centraux espagnols tellement la qualité du bloc défensif devant eux était très très bonne et très solide. Et en premier lieu, il y a Rodri dans cette animation et cette stabilisation. Donc vraiment, d'excellentes performances individuelles au sein de ce collectif espagnol. Est-ce que le fait qu'on ait eu un parcours relativement facile sur la phase de groupe et les premiers matchs éliminatoires a représenté un problème pour l'équipe de France pour monter son curseur, monter son niveau pour affronter l'Espagne de cette qualité en demi-finale? C'est possible. Rappelons qui est-ce qu'on a affronté la France sur les matchs de poule, le Sénégal. Ok, bonne équipe, mais pas non plus exceptionnelle. C'est pas leur faire injure que de dire ça. Ensuite, l'Irak, nation très faible, au-delà de 50e de mémoire dans le classement FIFA. Et ensuite, on affronte effectivement la Suède, qui est très faible, qui vraiment était pas une bonne nation. La Norvège avec son équipe bis, avec de nombreux titulaires qui étaient sur le banc, au repos. Puis effectivement, un Paraguay qui met des coups, qui est vicieux, qui s'accroche, qui tire les maillots, qui fait une performance franchement plus dans le vice que dans le football et qui était assez désespérant à voir et vraiment pas fair-play, mais d'un point de vue qualité technique, on les a dominés fortement. Et ensuite le Maroc qui représentait un peu plus d'opposition, certes, mais qui sincèrement ont assez vite courbé l'échine face à l'équipe de France, qui a fait un match sérieux, certes, qui a pris le match par le bon bout, mais le Maroc s'est ensuite relativement rapidement déclaré vaincu sur ce match-là. Donc l'équipe de France n'avait franchement pas rencontré d'adversaire solide jusqu'à ce match-là. Contrairement d'ailleurs à l'Espagne qui avait rencontré la Belgique, qui avait rencontré des équipes plus solides jusqu'alors pour arriver à ce stade de la compétition. Le point aussi que je souhaite mentionner, c'est l'Espagne est vraiment la kryptonite de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Et ça, c'est à mettre franchement au discrédit de Deschamps sur toutes ces dernières années de ne jamais avoir trouvé la clé contre l'Espagne. À chaque fois, on est malmené par leur maîtrise technique, par leur maîtrise collective, et on n'a jamais trouvé la clé. Jamais. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il s'agit des tout derniers matchs de Deschamps, et sur ces dernières années, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde, l'Espagne est absolument notre kryptonite. On n'a pas su enrayer cette machine, on n'a pas su quoi y faire. Le dernier point dont je souhaite vous parler, c'est quel est l'héritage de Didier Deschamps. Il a été pendant 14 ans à la tête de l'équipe de France, avec donc un titre majeur, la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Hormis ça, donc une demi-finale à l'instant aux États-Unis perdue, une finale perdue également contre l'Argentine au Qatar en 2022, et effectivement au global donc un seul trophée réel et majeur avec une génération dorée, avec énormément de talent. Cette génération Mbappé, Dembélé, Barcola, etc. Franchement, c'est un bilan qui est quand même très mitigé. Il a fait certes de très bonnes choses, Didier Deschamps. À mon sens, il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs à mettre à son crédit et il ne faut pas du tout tirer à boulet rouge sur son héritage et tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Je ne pense pas que ce soit le propos qui soit adéquat, mais en revanche, d'un point de vue purement bilan, titre et palmarès pour l'équipe de France, certes on a conquis cette deuxième étoile, mais quand même c'est assez insuffisant de manière globale. Je trouve qu'il y a quand même une vraie déception, et notamment à la lumière de ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire le fait de ne jamais avoir réussi à passer l'Espagne, d'avoir toujours échoué et failli contre eux, et de ne jamais avoir trouvé la clé. Maintenant, dès que l'ère Deschamps va se terminer, dès ce samedi soir, après ce match pour la médaille en chocolat, la médaille de bronze contre l'Angleterre, donc samedi soir à 23h, match qui est totalement inintéressant, je ne sais même pas si je regarderai pour ma part, parce que vraiment ça n'a aucun intérêt à mon point de vue. Donc l'ère Deschamps va se terminer, et on va amorcer l'ère Zinedine Zidane. Ça va être intéressant de voir sur quelle nouvelle fondation on va partir, quelle équipe il va mettre en place. Probablement, étant donné que l'équipe de France est jeune de manière globale, notamment sur tout son potentiel offensif, on devrait repartir sur les mêmes joueurs, sur le même socle. Ça fait probablement sens. Mais ça va être très intéressant de voir la nouvelle dynamique avec Zizou quand on voit les résultats ultra probants, ultra positifs qu'il a obtenus au Real de Madrid, avec notamment ses 3 Ligues des Champions conquises.
Ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'il peut apporter à l'équipe de France. On peut légitimement avoir de solides espoirs vis-à-vis de ce qu'il pourra amener d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, de cette élimination de l'équipe de France, franchement assez désastreuse et qui a plus les apparences d'une humiliation sur cette demi-finale et vraiment d'une catastrophe? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette demi-finale contre l'Espagne? Dites-le moi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires et que je vous réponds. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et pensez également, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour beaucoup de contenu concernant le sport, en particulier le football, le rugby et le sport américain. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.